珍惜生命，热爱家庭，遵纪守法，倡导文明，从我做起。中华人民共和国道路交通安全法5月1号正式实施。有你，有我，道路畅通，心路畅通。Chinatex est un géant industriel dont les dirigeants se plaisent à rappeler que la Chine est la première patrie du coton et que la situation actuelle n'est qu'un juste retour à la puissance du passé. La Chine est redevenue aujourd'hui le premier producteur de coton au monde, mais c'est surtout et de loin le plus grand consommateur. Il faut dire que l'industrie textile a connu ces dernières années un essor considérable. Au total, nos besoins en coton correspondent à environ un tiers de la consommation mondiale. Cette année, nous allons importer 1 800 000 tonnes, et c'est une première dans notre histoire. La culture traditionnelle du coton, à l'ombre des arbres et dans le vacarme des cigales, ne suffit plus. Mais la Chine n'entend pas, pour fabriquer des vêtements, gaspiller le pétrole dont elle a tant besoin. Le coton est donc un enjeu économique majeur. Il s'agit d'habiller 1,3 milliard d'habitants. Dozhou, une toute petite ville de la province du Shandong, qui compte tout de même plusieurs millions d'habitants, dont une bonne partie est absorbée par l'industrie textile. Au cœur de Dozhou, il y a Demian, l'usine phare, qui emploie elle seule 22 000 ouvriers, disséminés dans des dizaines d'ateliers gigantesques. Demian est une entreprise d'État qui prend en charge le logement, l'éducation et le transport de ses employés. C'est en quelque sorte la vitrine locale de la modernité en marche. À la périphérie, tout de même, il arrive de croiser des ouvriers que l'on aurait aimé dissimuler à l'œil étranger. Des migrants, comme on dit ici de tous ceux qui viennent des campagnes. Des tâcherons employés à la journée et payés une misère. Un scénario vieux de 150 ans, mais qui fait la force de la Chine d'aujourd'hui. C'est à Dozhou que le représentant chinois de la société française d'Agris vient aujourd'hui tenter de placer du coton d'origine africaine. Il sait qu'il va devoir affronter la méfiance d'une clientèle habituée à se ravitailler chez le concurrent américain. La partie n'est pas gagnée, mais la demande chinoise est si grande cette année qu'il est tout de même permis d'espérer. Des ateliers en enfilade, le vacarme des machines, un travail soutenu certes, mais pas de cadence infernale. La rentabilité se situe ailleurs, dans le niveau incroyablement bas des salaires d'une main-d'œuvre très qualifiée. Et puis, il y a aussi l'omniprésence d'un encadrement attentif, mais qui décourage toute velléité de contestation. Début 2005, la politique internationale des quotas vole en éclats pour le textile.
Le Bangladesh, l'Indonésie, les Philippines, mais aussi la Tunisie, le Maroc, la Turquie, le Mexique savent déjà qu'ils devront compter par millions les emplois perdus. En Europe, on s'accroche à l'idée d'avoir su préserver les niches des produits haut de gamme. Mais pour combien de temps? La Chine fabriquera bientôt un tiers des vêtements achetés au sein de la communauté. Et rien ne semble devoir l'arrêter. Surtout pas les défis technologiques. Dès le début des années 80, l'entreprise s'est adaptée aux changements économiques prônés par les dirigeants du pays. Elle s'est modernisée et nous avons acheté des équipements à l'étranger. Nous avons investi énormément dans la technologie de pointe. Aujourd'hui, notre équipement est l'un des plus sophistiqués au monde. Résultat, le groupe exporte près de 2 milliards de dollars par an et se place au 6e rang des exportateurs de textiles chinois. Notre capacité de production est l'une des plus grandes du pays et nous exportons vers un nombre croissant de destinations. On peut dire sans exagérer, je crois qu'il est possible d'acheter nos produits dans le monde entier. Les États-Unis ont trouvé le moyen de placer leur coton, quoi qu'il arrive. Ils bloquent désormais toute importation de textiles chinois qui ne comporterait pas au moins 80% de fils d'origine américaine. L'Afrique n'a bien sûr pas les moyens d'exercer la moindre pression. Le négociant chinois de Dagris doit avoir la fibre diplomatique. C'est à table et en trinquant que les contrats sont passés. On évoque la France, on donne à l'Afrique sa chance. Le coton devient soudain l'occasion de montrer que la Chine est soucieuse de favoriser l'émergence d'un monde pluriel, dans lequel elle jouerait un rôle essentiel. Drapeau rouge et portrait de Mao Zedong font toujours partie d'un décor qui en impose. Mais la grande révolution culturelle d'aujourd'hui trouve son symbole le plus achevé dans l'existence de bourses des matières premières qui ne demandent qu'à fonctionner comme leurs consoeurs européennes ou américaines. Avant, le monde du coton avait les yeux rivés sur les États-Unis et les cours de la bourse à New York. Mais les choses ont grandement changé, surtout depuis l'an dernier. Nous avons fait des efforts énormes. Et maintenant, c'est la Chine que l'on observe. Le site internet de notre bourse reçoit des milliers de visiteurs chaque jour. Mais c'est logique. À l'avenir, l'état de notre production sera l'élément déterminant pour l'évolution des prix sur le marché. La bourse de Pékin est encore un ovni dans l'univers de la finance internationale. Ici, point de pari ni de spéculation. On récolte juste les chiffres nécessaires pour se faire une idée des besoins du pays. Un jeu d'enfant apparemment. Mais les négociants étrangers, qui ne peuvent pas accéder aux sources, en ont des sueurs froides. À l'échelle de la Chine, la moindre fausse information peut déstabiliser le marché mondial. D'après moi, il y aurait environ 100 millions de personnes actives dans la filière coton en Chine. Mais il est vrai que c'est difficile d'avoir des chiffres exacts. Les travailleurs dans le textile sont à peu près 70 à 80 millions. Mais les gens qui travaillent dans toute la chaîne de production sont également très nombreux. Pékin, Canton, Shanghai sont devenus d'immenses centres commerciaux qui font rêver les hommes d'affaires occidentaux. Mais qui les font cauchemarder aussi, car beaucoup redoutent l'apparition de marques authentiquement chinoises. Conscient des peurs que provoque sa croissance, Pékin vient d'imposer des taxes pour ralentir ses exportations de textiles. Le geste est élégant, mais illusoire. La règle du jeu commercial, admise par tous, veut que le plus puissant l'emporte. Dans ce cas, il ne reste qu'à s'incliner. La Chine est désormais en position de force.
Dans les campagnes du Mali, on regrette les temps anciens, lorsque les artisans allaient de village en village pour fabriquer des vêtements. Cela donnait du travail et des tissus de grande qualité, dont se sont d'ailleurs inspirés nombre de jeunes stylistes qui ont dû s'exiler à l'étranger pour faire carrière. Personne ne croit pouvoir faire machine arrière, mais tout le monde a conscience que la fripe d'occasion, vendue sur les marchés, est une aberration au pays du coton. Le Mali ne transforme que moins de 0,80% de son coton et tout le reste est expédié comme au temps de mon grand-père, emballé et on les expédie. Rien ne reste, aucune valeur ajoutée. Comment voulez-vous comprendre qu'un pays qui se targue de dire qu'il est le premier pays producteur de coton en Afrique ne produise même pas un t-shirt et ne tisse même pas un t-shirt, même pas un mouchoir de poche? Nous avons décidé, quelques pays africains, tels que le Mali, le Burkina Faso, le Bénin et le Tchad, nous avons décidé de nous faire entendre. Fitina est la première d'une série de filatures qui, avec le soutien financier de l'Europe, devrait voir le jour en Afrique de l'Ouest. Un pas est franchi, mais filer le coton ne rapporte pas grand-chose, emploie peu de main-d'œuvre et consomme surtout une énergie folle. Il faudrait donc produire des tissus, mais avec l'offensive asiatique, la chance de réussite est bien mince. Il y a tout de même quelques raisons de ne pas désespérer. Le coton africain est le plus écologique de la planète, et cela pourrait devenir un argument de vente auprès de consommateurs occidentaux sensibles à l'environnement. On parle même d'instaurer un label de coton équitable. Les pragmatiques, eux, se tournent vers l'île Maurice, un pays frère qui fait des miracles. Vous allez à l'île Maurice, vous allez acheter les meilleures chemises du monde, mais ils n'ont pas 1 kilo de coton. Donc c'est par ce jumelage intelligent qu'on arrive à trouver les gens qui savent vendre. Ceux qui savent produire, qui savent vendre, et nous, nous avons la matière première. Peut-être que par ce billet, nous allons pouvoir en fait augmenter ce taux ridicule de moins de 1%. Pour nous, il y a un coton du passé qui rappelle l'esclavage, qui rappelle l'asservissement des Noirs qui partaient d'ici pour aller cultiver le coton dans les plantations américaines. C'est le rythme du blues, c'est le rythme de l'esclavage. Et il y a un nouveau coton, le coton moderne. C'est un coton qui émancipe, un coton qui alphabétise, un coton qui forme, un coton qui enrichit, un coton qui préserve l'environnement. Et c'est de ce coton-là dont il s'agit. En Europe et aux États-Unis, comme partout en Asie, le coton et le textile ont toujours été à l'origine de l'essor industriel. Il serait légitime que l'Afrique puisse à son tour profiter des bienfaits de l'or blanc. L'émergence de la Chine, ajoutée à l'indifférence américaine, rendent la bataille particulièrement difficile. Mais l'Afrique n'a pas le choix. Il en va tout simplement de son avenir. L'argument est plus politique qu'économique, mais la communauté internationale ne peut feindre de l'ignorer.
Juanita. Nine masa, nine masa, nena se wasamano, wasa.